Bonsoir, aujourd'hui, jeudi 29 février à notre direct, nous vous proposons une émission d'actualité différente. Au lieu de simplement demeurer dans l'analyse et les manchettes de l'actualité, nous avons décidé de rencontrer un homme qui a marqué l'actualité québécoise. Ce soir, nous vous présentons l'homme derrière le personnage de l'artiste, Steve Charland, pour une entrevue humaine et authentique sur son parcours, ses combats, ses chutes, ses reconstructions et sur son nouveau livre, Les Derniers Patriotes. Mais tout d'abord, je tiens à vous réitérer que vous pouvez toujours regarder l'intégralité de chacune de nos émissions sur les chaînes et les médias suivants. Sur Facebook, pour tous ceux et celles qui nous écoutent à l'extérieur du Canada, sur Telegram, sur X, sur Odyssey, sur Rumble, sur Gather, sur Gab, sur Crowdbunker, sur Vimeo, sur YouTube et bien sûr sur notre site internet au www.tovox.tv. Merci de nous aider en contribuant financièrement à l'avancement de notre média. Merci de regarder, de prendre le temps de mettre un j'aime lorsque vous visionnez nos émissions. Merci de partager le contenu de nos productions et merci de vous abonner à notre chaîne si ce n'est déjà fait. Aujourd'hui, on vous propose une émission d'actualité différente parce que ce soir, au lieu de commenter l'événement, on reçoit Steve l'artiste Charland, un nom que plusieurs connaissent, un visage qu'on a beaucoup vu, une voix qu'on a souvent résumée en une phrase, en 2 minutes ou en caricature. Mais aujourd'hui, on met de côté les étiquettes, on met de côté le bruit. On va prendre le temps d'entrer dans l'histoire, dans le parcours et dans la personne. Son enfance, ses combats, ses chutes, ses reconstructions et ce qui a amené à écrire son nouveau livre, Les Derniers Patriotes. C'est une entrevue vraie, une entrevue humaine, une conversation où l'on ne cherchera pas à juger, mais à comprendre. Aujourd'hui, Steve l'artiste Charland est dans nos studios. Alors, on lance l'émission de ce soir, maintenant. On a tous entendu diverses versions sur le convoi. Lui, il arrive avec sa version brute, directe, non polie. Son nouveau livre s'appelle Les Derniers Patriotes et ce soir, on va parler d'un homme, d'un mouvement, d'une fracture et d'un retour. Mais juste avant, je vous propose de regarder la vidéo suivante. Je trouve déjà aberrant qu'on nous donne une charte pour nous expliquer ce qu'on a le droit d'avoir le droit. Puis je vais essayer de me lever pour que le peuple puisse continuer de se lever et puisse continuer d'être entendu. Je comprends pas qu'on est obligé d'exiger que nos chartes soient respectées. Sinon, on est victime de représailles et d'emprisonnement pour avoir offert la soupe et du café à des gens qui n'en avaient pas. La sentence est tombée pour une figure bien connue du mouvement, les Farfadas, et du Convoi de la liberté. Steve, l'artiste Charland, a écopé de 6 mois de prison avec sursis, c'est-à-dire à la maison. Si ce pays m'accuse de méfaits pour ce que j'ai fait, il y en a une maudite gang dans la salle qui devrait être en prison. Moi, ce que j'aime de Steve, c'est son franc-parler, son authenticité, son intégrité et des qualités de mobilisateur comme j'en ai rarement vu. Nous autres, on a un cœur puis on a envie de le partager. Puis dans la dernière année, on a remis plus de 60 000 $ dans la rue à des gens qui mangent pas, à des gens qui peuvent pas s'occuper de leur famille, de leurs enfants. On essaie d'aider tout le monde qu'on peut. Toutes nos actions ont été faites avec une pureté d'intention. Moi, j'ai toujours été celui qui disait ce qu'il pensait de tout. Hey, salut! Le port du masque a démasqué les hypocrites et les hypochondriaques. Et les gens qui sont prêts à nous mettre de côté parce que le gouvernement nous l'a demandé. Les gens qui sont venus vers moi, la majorité sont venus vers moi en me disant « Merci de parler pour moi. Tu dis exactement ce que je pense. » Oui, il y a des mauvais côtés à être marginal, mais aujourd'hui, dans notre société, je pense que tu es obligé de déranger du monde pour être entendu. Ils diront ce qu'ils voudront sur les réseaux sociaux. Plus on dérange, plus ils nous attaquent. Plus ils nous attaquent, plus on dérange. Puis on va déranger encore! Quand on a bloqué le tunnel, je sais pas si tu te souviens, dans la vidéo, on le voit bien, on a été attaqué par un homme armé d'un marteau. Qu'est-ce que tu fais là?
il a frappé sur nos véhicules et qui a failli frapper sur une femme. Cet homme-là a été identifié sur les vidéos au même titre que nous autres. Cet homme-là a reçu aucune accusation, puis nous autres, on est sentencés. Un petit groupe, Steve Charland, Carole Tardif, sa conjointe, qui était entrés à l'intérieur du tunnel, bloquant les voies pendant quelques minutes. Vous donc les médias, il y a certains qui travaillent pour des merdiers. Ces médias, ils fabriquent la désinformation. Puis eux autres, ce qu'ils veulent, c'est diviser le peuple. L'article 1er de la Constitution canadienne, il se garde le droit de nous retirer nos droits fondamentaux s'il juge que la situation est précaire pour faire ça. N'importe quoi qui va passer, que nos élus vont juger qu'ils peuvent retirer nos droits, ils vont pouvoir recommencer. Est-ce que tu penses que ça va aller de mal en pire? Je me dis qu'un jour ou l'autre, la vérité va gagner, mais qu'en ce moment, on se retrouve dans une période de chaos où ce que le mensonge fait tout ce qui est en son pouvoir pour pas que la vérité gagne. On n'essaie pas de changer la façon des gens de penser. Moi, je fais juste dire ce que j'ai à dire, puis les gens, ils se reconnaissent dans ce que je dis. Je suis coupable de quoi, moi? Je suis coupable de penser comme beaucoup de monde. Le combat, il est pas fini. Il y a des gens qui semblent avoir terminé le combat, là, mais tout ce qu'on a fait dans les 3 dernières années nous emmène aujourd'hui aux portes de la justice. Puis il faut aller jusqu'au bout de nos combats. Puis ça, c'est pas juste moi. On mérite pas, nous autres, d'aller au front seuls pour avoir représenté une partie de la population. Bonsoir, Steve. Salut, Jean-François. Ça fait quoi quand tu vois un récapitulatif sur ta vie comme ça? T'as toujours une façon d'ouvrir tes shows de façon à me brasser les émotions. Ça fait... C'est émotif, écoute. J'ai un paquet d'émotions mélangées, de la joie, de la tristesse, de la fierté. T'es fier de ce que tu as accompli? Oui. Oui, absolument. Je regrette rien. J'aurais pas pu faire autrement. Arrangé comme que je suis allé jusqu'où je voulais aller. Tu as écrit un dernier livre. Ce soir, on se rencontre notamment pour ce livre-là, Le Dernier des Patriotes. Pourquoi avoir écrit ce livre maintenant? Ben, en fait, ça fait 3 fois que je l'écris depuis que j'ai passé en prison. Mais les 2 autres versions, je les ai pas aimées parce qu'il y avait trop de colère dedans. À travers tout ce que je vivais, là, je l'ai écrit avec trop de colère. Puis en bout de ligne, tu sais, l'inspiration, ça se commande pas. Puis les 2 premières fois, je te dirais que j'ai essayé de commander mon inspiration pour jeter ce que j'avais acheté sur papier, mais j'aimais pas le produit. La 3e fois, c'est quand l'inspiration a monté, quand j'ai eu ma sentence. Je me suis senti libéré, malgré ma sentence. C'était comme, OK, le combat, il est fini. Là, je me suis vraiment assis pour l'écrire. Puis il a sorti à date qu'il a sorti. Est-ce que c'est une réponse, ce livre-là, à des mensonges ou un besoin de tourner la page? Les 2. J'ai besoin de sortir ce que j'avais à sortir pour faire le ménage dans mon passé, surtout pour m'en dégager. Et oui, pour dire la vérité sur un paquet de trucs qui s'est passé. Pendant le temps où je n'avais pas le droit de parler, tout le monde a parlé pour moi. Je veux dire, il y a une grosse partie de la population, ben pas de la population, mais les anciens farfadets se sont mis à parler contre moi, pour moi, de moi. Les médias aussi. Puis en fait, le seul qui n'avait pas le droit de parler, c'est moi. Fait que, à un moment donné, j'ai dit, je vais conter mon histoire. C'est la seule qui est vraie, c'est moi qui l'ai vécu. Est-ce que c'est un livre pour le public ou c'est un livre pour les gens du mouvement? Je pense que c'est un livre pour tout le monde. Ça, c'est dur à dire pour le gars qui l'écrit, parce que moi, je l'ai écrit pour moi. Puis il y a eu un temps où j'ai pensé que ça pouvait être peut-être juste pour le mouvement. Puis là, ça commence à sortir un peu du mouvement. Parce que même les gens qui ne sont pas dans le mouvement veulent savoir la vérité de l'intérieur du mouvement. Quand tu dis des derniers patriotes, tu parles de qui exactement? Est-ce que tu parles de ceux qui ont résisté, ceux qui n'ont pas été achetés ou ceux qui ont payé le prix? Ceux qui n'ont pas été achetés et ceux qui ont payé le prix, en effet. Je fais un peu le lien entre l'histoire des patriotes qui ont été pendus en 1839 et pour moi, le même mouvement patriotiste qui s'est échelonné jusqu'au convoi. C'est la même chose. C'est le mouvement des patriotes contre la machine qui nous pousse à l'esclavage moderne. On est dans la même histoire qu'en 1839. Oui. Dans ton livre, tu ne présentes pas juste un événement, Steve, tu présentes une trajectoire. Ouais. Et je veux que ce soir, que le fruit de l'entrevue puisse partir vraiment de ton bas âge, puis qu'on bâtit justement ce qui est devenu l'artiste, l'homme derrière même le personnage. Ton enfance, c'est quoi le premier souvenir qui explique l'artiste? Écoute,
comme je n'ai parlé dans mon livre, je comprends pas ce qui se passe sur cette planète-là. Moi, malgré que j'ai été élevé dans Watt, j'ai manqué de rien. J'ai vécu mon enfance sur une ferme, sensiblement dans la sérénité, mais je comprends quand même pas plein de choses. Là. Pourquoi tout le monde court, pourquoi que mon père est jamais là. C'est quoi ce système-là? Je le comprends déjà pas, bas âge. Puis ça s'est défini à l'adolescence, là où mon intelligence se développe, puis je peux faire des recherches, puis jaser avec un, puis l'autre, puis vraiment continuer à ne pas comprendre. Puis un jour, il y a un professeur qui m'a dit « T'as l'air allumé sur certains points, toi, je vais te prêter un livre. » Je me souviens même pas c'était quoi le titre du livre, mais ça m'expliquait dans ce livre-là le phénomène des banques mondiales qui gèrent les gouvernements d'aujourd'hui, puis tout ça. Fait que je suis tombé en contact avec ça à l'adolescence. Puis déjà à l'adolescence, je disais à mes parents, entre autres, j'avais des discussions salées avec mes parents, parce que je leur disais, ça n'a pas de sens, tout le monde travaille pour la banque. Et réveillez-vous, on travaille tous pour payer des intérêts. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans ce système-là. Ouais. C'était quoi ton rapport à l'autorité quand tu étais jeune? Assez bon. Je veux dire, j'ai toujours été rebelle, marginal, essayer de passer entre les lignes, mais j'ai jamais eu de problème comme tel avec l'autorité. As-tu été un gars trop intense pour le moule? Venant de l'opinion de certains, peut-être, mais pas de mon opinion à moi. Je suis fait de même. Moi, quand je m'en vais dans une direction, j'y vais au complet ou j'y vais pas, je ferai rien à moitié. Pour certains, si je suis trop intense, comme je dis souvent, mettez-vous de la crème. Es-tu un gars dur? Si je suis un gars dur? Non, je suis un gars drette, je suis un gars strict dans mes affaires, je suis un gars, j'ai pas de zone grise, je déteste la malhonnêteté, puis la malhonnêteté, ça n'a pas de demi-mesure, t'es honnête ou malhonnête. Ça fait qu'à ce niveau-là, peut-être que je suis dur, mais encore une fois, c'est l'opinion des autres. Il y a des gens qui m'ont trouvé dur, mais je pense qu'il y a des gens malhonnêtes qui m'ont trouvé dur. Puis ça passe pas. Ta révolte contre le système, à part d'où, selon toi? Eh boy! À part de où? Un événement précis, une injustice, une accumulation? Tu t'es senti trahi peut-être? Par quoi? Ben non, écoute, la première fois vraiment que je suis rentré en contact avec ça, puis j'en parle dans mon livre, j'ai été invité à la sortie du secondaire à aller dans une conférence sur le libre-échange dans le temps. Brian Mulroney faisait la promotion du libre-échange, il disait « ça va être bon pour nous ». Il avait juste oublié de nous spécifier que le « nous », c'était pas le peuple. On n'est pas inclus dans le « nous ». Puis moi, j'ai des chums qui me disent « Hey, t'aimes ça, suivre ça, puis t'as une belle parole, viens avec nous autres, on s'en va avoir une conférence, ils s'en viennent nous expliquer pourquoi que le libre-échange va être bon pour nous. » Puis il y avait un petit groupe dans mon village qui militait un peu contre ça. T'sais. On était très peu, puis on faisait pas de gros de bruit, mais on suivait la conférence. Puis moi, je me ramasse là, puis il nous explique pourquoi le libre-échange va être bon pour nous. T'sais. Mais ça fait pas de sens dans ma tête déjà, du haut de mes 19 ans. Puis on me donne le droit d'aller poser une question. Il y a une période de questions. Je m'en vais poser une question, puis je lui demande en quoi est-ce que ça va être bon pour nous vraiment, d'aller faire fabriquer nos affaires dans d'autres pays. Expliquez-moi dans quoi ça va être bon pour nous. Je me suis fait dire que, étant donné que c'était fabriqué dans d'autres pays, cheap labor, nous autres, on était pour payer moins cher, donc on était pour augmenter notre pouvoir d'achat. Fait que ma deuxième question, c'était comment on va faire pour avoir un pouvoir d'achat si on n'a plus de job? Je me suis fait dire, j'avais le droit juste à une question, il faut que je passe le micro à l'autre. Moi, c'est là que je suis devenu militant. Ouais. Tu as toujours cherché la quête de sens. Des choses qui font du sens pour Steve Charland. Mais tu cherchais quoi au juste, dans le fond, à travers cette quête de sens-là? La justice, l'équité sociale, l'abondance pour tous. Puis la vérité. Tu racontes dans ton livre, Steve, qu'une vie... tu racontes aussi une vie loin des caméras, travailler, recommencer, puncher. Tu parles d'être retourné puncher ta carte dans un garage. Pourquoi ce retour au concret? J'avais faim. Il fallait que je me couche à la chaleur quelque part. Fait que j'ai retourné au concret souvent dans ma vie, mais ça a toujours fini un peu en coup de poisson. J'ai fait 1000 métiers. Puis moi, ce qui m'allume, c'est l'apprentissage. Ouais. Quand j'arrive au bout de l'apprentissage, c'est comme, OK, on s'en va où à cette heure, tu sais?
Parce que dans le fond, c'est pas vraiment ça qui m'allume. Pas un gars de routine. Non, pas du tout. Ouais. Est-ce que le monde médiatique, est-ce que c'est un monde qui t'a épuisé dans les dernières années? Je pense que je les ai épuisés pas mal, moi aussi. Écoute, ils m'ont épuisé, je te dirais, du temps de la meute. Que j'ai essayé plusieurs fois de dialoguer avec eux autres, de répondre à leurs questions, mais ils ont tellement une façon mesquine de serpent de nous poser les questions pour avoir la bonne phrase, pour pas être obligé de passer le contexte au complet, mais ils s'en vont mettre la phrase qui fait leur affaire pour détruire ton message. Tu sais. Fait que j'ai été une longue période à pas parler aux médias. À la fin de la meute, je parlais pas aux médias, je voulais rien savoir d'eux autres. Puis au début des Farfadets non plus. Puis quand on a créé les Farfadets, j'ai demandé formellement à tout le monde, si je suis votre porte-parole, c'est parce qu'il y a juste moi qui parle aux médias. S'ils commencent à vous poser des questions, vous allez démolir notre message. C'est juste ça qu'ils cherchent. Tu sais. Puis moi, ben j'ai pris l'expérience avec les médias. Fait qu'un jour, j'ai été plus solide dans mon message, puis j'ai été de plus en plus difficile à briser. Ça fait que je te dirais que les dernières années, je les ai écœurés plus qu'ils m'ont écœuré. Ouais. Puis j'ai refusé plus que je peux avoir accepté d'entrevues. Aujourd'hui, je lui passe une entrevue avant qu'il me pose une entrevue. Parce que je veux savoir où est-ce qu'ils s'en vont avec ça, puis je veux connaître leur intégrité avant de répondre. Parce que si tu viens chez nous pour me démolir, j'ai pas besoin de toi et moi. Clairement. Là, c'est toi qui as besoin de moi. Ouais. Est-ce que tu as déjà eu l'impression que ta vie était scrap, puis tu l'as remontée pièce par pièce? Non. J'ai jamais eu l'impression que ma vie était scrap. J'ai eu le sentiment profond de traverser toute une dure passe, oui. Mais scrap, non. Moi, je continue d'avancer. Puis, malgré tout ce que la vie peut m'avoir enlevé de matériel, là, bien, aujourd'hui, moi, je me regarde encore dans le miroir. Puis ça, il n'y a personne qui va pouvoir me l'enlever. Ça fait qu'à partir de là, il n'y a rien de scrap. As-tu des regrets? Oui, j'en ai un. Lequel? Ouais. Donnez pas moyen de lire le livre, il me pose toutes les questions. Oui, je regrette une chose, je regrette d'avoir accepté de sortir de prison sous condition. Ça a été contre mes valeurs. Puis, écoute, je me pardonne quand même parce que je l'ai fait en pensant à Carole, qui, à l'époque, quand on était ensemble, ben, je me disais que ça n'avait aucun sens qu'elle reste sur une terre dans le bois, sans homme à la maison. Fait que c'était un peu pour ça que j'ai accepté les conditions. Si c'était à refaire, j'accepterais rien. Dans ton histoire, Steve, il y a aussi une traversée intérieure dont tu parles. Tu parles de thérapie, de rétablissement. Qu'est-ce que tu essayais de guérir? Bien, en fait, avec le temps, je me suis rendu compte que c'est mes essais dans cette société qui m'ont coûté beaucoup cher de drogue et d'alcool. Et ça m'a pris du temps avant de m'en rendre compte parce que, à quelque part, j'ai passé pour un rebelle et un marginal tout le temps. Jusqu'à temps d'accepter que j'étais un rebelle et un marginal, finalement. Il n'y a rien de mal à ça. T'sais. Je veux dire, moi, plus tu me traites de rebelle et de marginal, plus je me sens proche de moi. Et puis proche de ma puissance supérieure. Fait que, je veux dire, ça me dérange plus aujourd'hui de me faire traiter de marginal. Ça me tente pas de fitter dans le moule qui existe. Fait que si je suis marginal de ce moule-là, fine, je te remercie du compliment, tu sais. Mais je l'ai essayé quand même, leur vie. Tu sais. Je l'ai essayé quand même d'aller puncher ma carte. J'ai essayé 1000 métiers. J'ai essayé d'avoir une maison, une famille, une piscine. J'ai tout eu ça, moi. Le rêve québécois, là, le chien, le chat, la perruche, là. J'ai tout eu ça. Je l'ai essayé. Mais ça m'a coûté beaucoup cher de drogue et d'alcool pour geler ce qui se passait en dedans de moi parce que j'étais pas bien. J'étais pas bien, moi, mais d'aller puncher une carte. Tu sais. Un jour, ben, j'ai dû arriver jusqu'au bout de mon histoire de consommation. J'ai fini en thérapie. Puis je me suis rebâti à partir de là pour me rendre compte que finalement, j'ai envie d'être moi et pas nécessairement ce que la société me demande. Puis c'est quoi, pour Steve Charland, l'envie d'être lui? Le sentiment que j'ai le plus de besoin, c'est de me sentir libre. Libre dans tout. D'ailleurs, c'est le nouveau slogan que je perpétue un peu partout, c'est « La liberté est un état d'esprit ». Puis moi, pour ça, j'ai besoin de me sentir libre dans tout. Je suis incapable, moi, d'avoir des chaînes, d'avoir des paiements, des dates de calendrier. Je suis pas capable. Cette société-là est bâtie à l'extrême sur un calendrier, sur une carte de punch, sur des dettes à la banque, sur des intérêts à payer, des intérêts composés sur des intérêts composés. Je suis pas capable de vivre là-dedans. J'ai besoin vraiment de me sentir libre. Puis pour ça, ben, j'ai besoin de moins de chaînes possibles. Autant mentales que physiques.
Là, tu parles de chaîne, mais si on veut juste aller un petit peu plus loin, puis je ne veux pas faire ta psychanalyse ce soir, c'est pas T'es bien mon but. parti, t'es bien parti. Pour toi, synonyme de liberté, ça serait quoi? Bien, et comme j'ai dit souvent, je me mets à genoux devant personne d'autre que Dieu. C'est ça la liberté pour moi. Il n'y a personne qui peut me dicter ma ligne de conduite. Dans la mesure du possible où je respecte les autres, je suis bien d'accord, mais il n'y a personne qui va me dire comment on fonctionne dans cette société-là, puisque la façon de fonctionner qu'ils nous enseignent, elle ne fonctionne pas. Fait, obligez-moi pas à ça. Je vais vivre selon ce que j'entends vivre. Ouais. Tu as déjà dit, j'aiderais le monde à se relever. Une phrase que tu as déjà dit. Mais quand c'est toi qui tombes, ça marche comment? J'ai eu une période où je me suis senti très seul. Parce qu'à travers le temps où moi j'ai tombé puis que je me suis fait frapper dessus pour que je tombe plus vite, là, ça a été aussi doublé un peu de paranoïa de ma part, mais c'est parce qu'à un moment donné, tu sais plus à qui faire confiance. J'ai mangé des couteaux dans le dos par tout le monde, puis j'ai fait table rase. J'ai flushé tout le monde pour être capable de regarder à qui je pouvais faire confiance pour la suite, parce que on n'est pas, sans se le dire, on a été infiltré, on a été trahi de tous les côtés. Ça fait qu'il y a vraiment un temps où j'ai fait table rase, puis je me suis retrouvé tout seul de moi-même. Ça se passe comment? Écoute, un jour, j'ai reçu un téléphone d'une amie qui travaille en thérapie, puis elle m'a demandé qu'est-ce que je voulais. J'ai dit, il me semble que j'irais passer la semaine à ta thérapie. Ben, elle dit, viens-t'en. Je suis allé repasser une semaine dans une maison de thérapie pour me ressourcer. Est-ce que ces expériences-là ont amené à cultiver chez toi un Steve l'artiste plus méfiant? Ou tu étais déjà par nature méfiante? Bon, je te dirais que du temps de la meute et des Farfadets, j'ai pas été assez méfiant. J'ai mis un petit peu ma méfiance de côté du temps des Farfadets au nom du nombre de personnes pour la cause. Donc, le nombre était devenu important. Le nombre de personnes était devenu important pour moi, pour la cause. De cette façon-là, on a laissé un peu rentrer n'importe qui pendant un laps de temps. Puis, il y a des gens mal intentionnés qui en ont profité pour rentrer. Ça fait que oui, j'ai mis mes convictions de côté, puis j'ai baissé ma garde un bout, là. Ça m'amène à une question tout de suite spontanée, peut-être qu'on en reparlera un peu plus tard, mais à travers les Farfadets, je te dirais même à travers la meute, tu as subi ton lot d'accusations. Et je veux juste élucider ça ce soir. On t'a souvent accusé, que ce soit dans la meute, si ma mémoire est bonne, mais surtout dans les Farfadets, d'avoir volé de l'argent, Il y a de toutes sortes de choses qui sont sorties dans les médias sociaux, du monde qui ont lavé leur linge sale avec toi devant le public, devant les médias sociaux. Premièrement, comment on fait pour gérer tout ce bagage-là d'accusations? Puis deux, est-ce que tu as volé de l'argent, soit dans la meute ou dans les Farfadets? La réponse à la deuxième question, c'est non. Je l'ai déjà dit en 2 minutes. Écoute, j'ai déjà pensé à de multiples façons d'expliquer que je n'avais pas volé de l'argent, jusqu'à temps d'arriver au point de dire « Comment, si tu veux, j'explique ça? » J'ai été accusé de multiples façons en promettant qu'il y avait des multiples preuves, ce qu'on n'a jamais vu. Puis moi, il faudrait que j'arrive avec des preuves de quoi? Comment tu fais pour expliquer que tu n'as pas volé d'argent? Puis dans le fond, qu'est-ce que ça donne d'expliquer que tu n'as pas volé d'argent? Je veux dire, les gens qui nous ont fait confiance, ils sont encore là. Aujourd'hui, je ressors, puis je vois les gens qui nous ont fait confiance, ils sont toujours là. Puis les gens qui nous ont accusés de vol, c'est du monde qui avait les mains dans le plat de bonbons. Ça fait que, je veux dire, moi, je le sais en dedans de moi, j'ai rien volé. J'en ai arrivé un jour à dire, de toute façon, tout le long où ce que j'aurais dû, parce que je pouvais pas, tout le long où ce que j'aurais dû peut-être m'expliquer comment on gère ça, j'avais pas le droit de parler. J'étais sous ordonnance de la cour, j'ai pas le droit de parler. Il y a des gens qui m'appelaient pour me dire « J'espère que tu vas te défendre. » J'ai pas le droit. J'ai même pas le droit de demander à quelqu'un d'autre de le faire pour moi. Ça fait que j'ai regardé passer la tempête, puis je me suis liché à la plaie longtemps. Parce que moi, en dedans de moi, je sais qui je suis. Puis moi, je le sais que je suis pas capable de voler 5 cents sans... Je veux dire, je dormirais pas, moi. Ça fait pas partie de moi. Ça fait que j'ai arrivé jusqu'au bout à dire « Bon, je vais faire 1-2 minutes. » Puis advienne que pourra.
J'ai juste dit au monde que j'avais rien volé parce que j'ai rien volé. Puis je vais continuer ma vie avec ceux qui ont confiance en moi. Puis ceux qui ont des doutes, ben c'est bonne journée, qu'est-ce que je te dis? Qui t'a déçu le plus dans tout ce processus-là? Est-ce que tu as été plus... Tu sais, des fois, on a des amitiés, puis c'est ces amitiés-là qui nous tournent le dos. Puis quand ils nous tournent le dos, on rentre dans un champ d'interrogation où est-ce que c'est pourquoi? Est-ce que tu as vécu ce genre de sentiment-là? Des gens qui étaient vraiment proches de toi, qui t'ont tourné le dos, qui sont rendus, qui te mordent même, puis tu te dis, bien voyons donc, pourquoi? Oui, c'est certain que le pire qu'on a vécu, ça venait de l'intérieur du noyau des Farfadets. On s'est retrouvé 13 personnes qui géraient le noyau décisionnel des Farfadets. Puis toute la propagande qui a voulu me détruire, c'est venu en grande partie d'eux autres. Puis par la suite, bien, je suis désolé de te dire que les derniers temps, bien, c'est mon ex-conjointe qui m'a déçu le plus. Il y a comme un phénomène chez l'être humain que quand ça ne marche pas à son goût, il faut qu'il détruise la personne. Puis moi, ben, je suis le bouc émissaire parfait. Je veux dire, j'ai la face dans la caméra tous les jours. J'ai milité, je suis connu à grandeur de la province de Québec. Je suis le type parfait pour avoir le goût de fesser sur moi puis dire, regardez comment ce qui est vraiment. Mais c'est toute de la bullshit. T'sais. Moi, je le sais, puis les gens qui continuent de marcher avec moi, ils le savent. Est-ce que le côté marginal est propice, justement, à manger des claques à la gueule comme ça? Sûrement, oui. Je suis capable d'en prendre, fait que je suis capable d'en donner aussi. Ouais. Steve, tu sembles rejeter les milieux qui veulent contrôler. Ouais. Ça ne rentre pas avec toi, ça ne rentre pas. Même en thérapie. Ouais. C'est quoi ta limite? Quand l'aide devient une cage, on fait quoi? On sort de la cage. Je suis pas capable, je veux dire. Tu sais, regarde, aujourd'hui, moi et toi, on collabore. Là. Jamais je vais te dire quoi faire de ta job, puis jamais tu vas venir me dire qu'est-ce que je devrais dire ou pas. D'ailleurs, on ne s'est jamais parlé de l'entrevue avant. Tu as essayé de m'en parler une fois, puis je t'ai dit, Jean-François, moi, j'aime ça, être reçu chez vous, puis vivre ça spontanément. Le moment présent. Oui. Fait que toi, tu fais ta job comme tu voudras, puis moi, ben je fit dans mes culottes à travailler avec toi pour cette entrevue-là. Tu m'as pas dit comment m'habiller, tu m'as pas dit comment parler. La seule chose que tu m'as demandé, c'est « essaye de pas sacrer ». Puis ça fait 2-3 fois que je passe ici, puis à tous les fois, je dis « coach, j'ai réussi », tu sais. Puis je comprends ça par respect pour la communauté chrétienne, pour les gens qui sont avec Théova, je comprends ça, puis j'essaye, puis j'ai toujours réussi. Ouais. Mais c'est la seule chose que tu m'as demandé, moi. Le restant, tu m'as jamais demandé comment m'habiller. Partout où on va dans la société, là, faut que tu t'habilles comme ça, faut pas que tu dises ça, faut pas que tu parles comme ça. Tu vas pogner un nœud si tu fais ça avec moi, ça marchera pas, c'est sûr. Moi, si t'as pas de respect pour moi puis tu me demandes comment, tu me dis comment m'habiller, c'est sûr que je vais aller à l'encontre de qu'est-ce que tu me dis. Je veux dire, moi, je te demande pas comment t'habiller. Puis tu sais, les merdias, ils ont joué à ça avec moi. Ils me parlent encore de mon linge, les merdias. Faut tout en berrer. Je me demande s'ils travaillent pour un magazine de mode, tu sais. En plus, regarde le bonhomme, tu vois bien, je suis pas en mode, moi, tu sais. Puis il me pose encore des questions sur mon linge. Tu sais. Je lui demande-tu comment s'habiller, eux autres? Je trouve tellement que les gens sont arrêtés à la forme. Pendant ce temps-là, on n'est pas en train de jaser des opinions puis des idéologies politiques, des vraies affaires. Non, tu t'arrêtes à ma chemise. Parce qu'on vit dans une société de paraître, puis on a mis de côté l'être? Totalement. On le voit, là, tu sais, pour aller à l'Assemblée nationale, ça prend une cravate, puis c'est eux autres qui nous astipent le plus d'argent, là, tu sais. Ouais. Dans ton livre, tu parles de la meute. Pour certains, c'est un groupe controversé. Pour d'autres, c'est une réaction populaire. Pourquoi la meute à l'époque? Qu'est-ce que tu cherchais à travers la meute? Ben ça, c'est comme les poils. Moi, je cherche à rien. C'est la meute qui m'a trouvé, tu sais. Écoute, à l'époque, moi, j'étais déjà en train de dénoncer une espèce de système d'esclavage moderne. Ça fait des années que je véhicule ce terme-là. Puis j'écrivais beaucoup sur ma page. Moi, j'ai été découvert par ma page dans la vie. C'est de ma page que j'ai écrit mon premier recueil, puis je l'ai publié. Puis j'ai continué d'écrire, puis j'ai continué de voir l'engouement des gens qui lisent ma page pour les textes que j'ai écrits. À l'époque, j'ai écrit beaucoup sur l'esclavage moderne, puis j'ai un chum proche, qui mon chum Will.
lui, à l'époque, il est dans la meute. Puis à l'époque, dans la meute, c'était très violent parce qu'il fallait se défendre contre les antifas. Et by the way, les antifas ont été classés organisme terrorisme international par les Américains. Tu sais. Mais à l'époque, nous autres, on fait rire de nous autres quand on est contre les antifas. Mais il faut accueillir les antifas dans la rue avec des battes de baseball puis des clous après. Là. C'est ça la game dans le temps dans la rue. Fait que j'ai des chums dans la meute qui se battent pour leurs convictions, puis ils se battent vraiment violemment. Puis moi, je suis chez nous, puis j'écris des textes, puis mon chum, de temps en temps, il m'écrit « Continue, tu fais avec tes mots ce que je fais avec mes poings dans la rue. » Mais moi, à l'époque, je subis la même chose que tout le monde des merdias, excusez. Puis c'est très mal vu, la meute des merdias. Qu'est-ce qui a causé cette malveillance-là des médias par rapport à la meute, selon toi? Bien, c'est toujours un peu toujours la même affaire, je trouve. On dirait que les merdias, ils essayent d'empêcher monsieur et madame tout le monde d'embarquer dans un groupe de protestation. Tu sais, parce que j'ai rencontré beaucoup de monde qui ne faisait pas partie de la meute à l'époque, mais qui était entièrement d'accord avec nos revendications. Sauf que monsieur et madame tout le monde est assis dans le salon chez eux, ils regardent la TV, puis ils entendent dire que la meute, c'est des violents, racistes, narcissiques. Il est d'accord avec notre message, mais il entend le message des merdias. Il ne viendra pas nous rejoindre, le gars, là. Moi, le premier, j'ai subi ça. T'sais, mon chum, dans le temps, il me dit, embarque avec nous autres, tu parles comme nous autres. Ouais, mais c'est parce que moi, je suis pas raciste. Puis je vois que vous êtes raciste. Il me dit, non, gros, t'as rien compris, tu sais. Ben, dans le temps, moi-même, je subissais les merdias. Je pense que je n'avais pas coupé le câble encore. Ben, je subissais ça, puis je voulais pas embarquer, tu sais. Jusqu'au jour où j'ai vu la manif silencieuse à Québec de la meute. Puis j'ai regardé vraiment les revendications, puis là, ça a fait, OK, je me suis fait avoir moi-même par les merdias. Puis j'ai demandé à mon chum, OK, fais-moi rentrer. Parce que j'ai vu que c'était complètement autre chose que ce qu'on entendait des médias. Pourquoi? Parce que le fond, la façon dont tu le décris, le fond semble vraiment avec de bonnes intentions. Le fond semble respectable, louable. Mais pourquoi, dans ces organisations-là, qui a un fond extraordinaire dans le sens que on veut défendre des intérêts sociaux. Mais pourquoi ces regroupements-là sont toujours issus, puis je ne veux pas généraliser, Steve, mais majoritairement de gens qui sont extrêmement marginaux, dans lequel monsieur, madame, tout le monde, un homme d'affaires, ne pourrait pas s'identifier, par exemple, à la meute, de par qui est autour de la meute. Je ne sais pas si tu comprends un peu ma question. Oui, absolument. Écoute, la première des choses qui me montre, c'est que ça prend du courage pour se lever dans la rue. Puis ça prend une espèce de détachement de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est cette société-là. Ça prend un détachement parce que, regarde-moi l'histoire que je viens de traverser. Il faut que tu sois prêt à tout perdre pour gagner. C'est ce que j'ai dû traverser dans les dernières années. J'ai recommencé à zéro dans la dernière année, moi, à zéro. Quand je te dis zéro, c'est faut que j'attende la première paye pour aller me faire une épicerie. Là. J'ai recommencé là, moi, en mai. Ça fait j'ai dû, moi, dans ma vie, apprendre à accepter de tout lâcher pour tenir une cause. Parce qu'on est dans un système qui va tout faire pour nous mettre à terre. J'ai eu la MAPAC chez nous, j'ai eu l'Impôt Canada, Revenu Québec, la DPJ. Je les ai toutes eues chez nous, toute la gang. Ça fait que ça prend un courage d'acier pour se rendre jusqu'où ce qu'on s'est rendu. Je comprends que c'est pas tout le monde qui peut l'avoir. Fait que oui, ça prend une certaine classe de personnes qui va dire « je vais aller jusqu'au bout, moi ». Puis ces gens-là, souvent, c'est les marginaux, selon toi? Oui. Ben, on est tous un peu marginaux. Oui, tu as raison. Tu as de l'air bien cute avec ton petit saut, là, mais je veux dire, moi, je te connais, moi, je le sais que tu es aussi marginal que moi, tu sais. Puis je le sais que tu serais prête à tout perdre pour jamais perdre tes convictions. Clairement. Malgré... T'as l'air moins marginal que moi, mais dans le cœur, t'es aussi marginal que moi. J'aimerais ça clarifier. C'était quoi ton rôle exact dans la meute? Dans ton livre, tu parles d'un riding club, puis toi, t'étais où là-dedans? Ben, moi, je suis rentré comme un simple membre, mais comme j'ai une grande gueule puis j'ai des textes explicites, ben j'ai fait le tour de la province très rapidement sur les pages de la meute. Puis comme j'étais un gars de gang, puis j'étais un gars qui prône beaucoup le socio-culturel. Dans tous les mouvements de militants que j'ai participé, j'ai fait beaucoup de socio-culturel. On a fait des épluchettes de bledin, des méchouis, des raids de bicycle.
pour avoir une gang de chums tissés serrés. Comme ça, quand on s'en va au combat dans la rue, ben moi, je sais à qui j'ai affaire, puis je peux m'accoter sur mes frères. C'est comme ça qu'on a monté à la meute. Puis moi, comme j'étais un gars de party, ben j'ai participé à toutes les parties dans toute la province. Fait que je me suis fait connaître bien vite dans la meute. Fait que la confrérie, pour toi, c'est important. Oui, très. Fait que de la façon que je me suis fait connaître, ben ils sont venus me chercher, puis on m'a fait offrir de partir le Riding Club de la Meute, ce que j'ai fait avec d'autres, on était 6. Mais en même temps, cette même confrérie-là, c'est celle qui t'a mordu la main un jour. Effectivement. Oui. Comment t'expliques ça? Bien, dans les deux histoires, pour l'avoir vécu personnellement, même 3 fois, je te dirais, dans ma vie, dans les 3 histoires de destruction de groupe que j'ai vécues, puis dans le fait que j'ai été témoin de la destruction de la meute avant moi, parce que ça a été déjà détruit une fois avant que j'arrive, j'ai toujours été à la fin de l'histoire. Malheureusement, quand tu es militant, tu milites avec le cœur, puis tu te fais pas nécessairement des plans, puis tu n'essaies pas nécessairement de comprendre qui fait quoi. Mais un coup, tout est scrappé, tu remets tous les morceaux de puzzle ensemble, puis tu te dis, ouais, lui, il était pas là pour la bonne cause, puis lui, il faisait pas la bonne job, puis on a carrément été infiltrés dans 2 groupes, là, mais carrément. Puis je l'explique dans mon livre. Malheureusement, pour ceux qui l'ont déjà lu, je me fais déjà dire qu'il y a des places dans le livre où j'ai pas été assez loin, mais ça tombe bien, mon crayon va encore bien, fait qu'il va y avoir une suite. Est-ce que l'artiste, c'est quelqu'un qui peut parfois être trop émotif quand tu prends une décision comme intégrer quelqu'un dans ton clan? Absolument. Absolument. J'écoute ce qui se passe en dedans de moi, puis si je suis émotif, puis... tant pis pour celui qui devrait se mettre de la crème. Est-ce que tu assumes encore cette affiliation de la meute ou tu t'en es éloigné? Puis si oui, pourquoi? Je suis plus dans la meute. Pas du tout. J'assume rien. Aujourd'hui, je sais très bien que la meute, c'est un groupe d'opposition contrôlée. Ça a été infiltré de l'intérieur. Puis on appelle ça un groupe d'opposition contrôlée parce qu'aujourd'hui, ils se sont débarrassés de tous ceux qui servaient à quelque chose dans la meute. Puis ils se servent de la meute pour quelque chose. C'est pas un job. Ouais. Tu parles du tunnel. Tu mentionnes le tunnel comme un repère étant important. On sait que le tunnel, ça a été hyper controversé. Quand tu dis le tunnel, parle-nous du contexte. C'était quoi l'objectif? Un message politique, une dénonciation, une action choc? Absolument. Un peu toutes ces réponses? Oui. Et où? Écoute, à l'époque, Mario Roy, mon frère de combat qui est dans la salle, il pourra vous le témoigner aussi. À l'époque, on avait tous les deux contact avec les agents du SCRS. Puis ça, j'ai été jugé pour ça, parce que je me suis fait dire « Ah, gars, il travaille pour le CRS. » Non, c'est n'importe qui a déjà organisé une manifestation au Québec, il sait très bien qu'un jour ou l'autre, si tu organises plus qu'une manif, puis si tu as de la notoriété d'un militant, le SCRS va t'appeler. Ce qui est arrivé à Mario. Un jour, le SCRS a pris contact avec nous autres, puis ces gens-là, ils ont rentré dans nos vies de façon à collaborer avec nous autres, dans le sens où, lui, il nous a carrément dit « Moi, je suis pas là pour brimer vos droits et libertés. Je suis là pour faire le tampon dans la loi entre vous autres et le service de police où vous allez. » Fait que je veux juste savoir c'est quoi vos intentions, c'est quoi vos déplacements, comment est-ce qu'on peut arranger ça. Puis ce lien-là a vraiment été d'une bonne aide pendant plusieurs années. Ouais. Parce qu'eux autres, ils disaient, OK, vous allez manifester où, à telle place? Ah, OK, je vais avertir le service de police qu'on vous connaît déjà, que ça va être pacifique. C'est devenu des alliés. Oui, c'est devenu des alliés dans le militantisme. Par contre, il est arrivé un temps où le SPVM est devenu dégueulasse dans la rue. Le SPVM, ils ont poivré des femmes, des enfants, des personnes âgées, des gens en chaise roulante. Il y en a qui se sont fait battre pour se faire remettre un ticket parce qu'il n'y avait pas de masse d'en face. Là. C'était bien effrayant dans ce temps-là. Je veux dire, ils les battaient pour les sortir de la manifestation, pour leur donner un ticket. Puis à l'époque, moi et Mario, on a tous les deux passé nos messages aux agents du SCRS qu'il fallait que ça arrête parce qu'on était pour faire des coups d'éclat. T'sais. Il y a eu un premier blocage du tunnel par Mario et le restant de la gang. Moi, j'étais pas là. Puis la brutalité policière s'est pas cessée. Puis on l'a bloqué une deuxième fois pour dénoncer la brutalité policière. Ça fait qu'en bout de ligne, oui, on a été accusés, on a été sentencés de ça, mais la brutalité policière, elle a arrêté. Alors, je suis bien content de m'être rendu jusqu'au procès. Merci, mon frère. Est-ce que tu savais que ça allait exploser publiquement, cette affaire-là?
Est-ce que je savais? Moi, je suis pas un gars qui fait des plans. Ceux qui me connaissent bien, tu sais. T'es intuitif. Oui, très. Puis tu fais face à la musique Je après. marche avec l'instant présent, puis je fais face à la musique après. Si tu me demandes où est-ce que notre entrevue va me mener, je dis, j'en ai rien à foutre. Je veux dire, je suis ici avec toi, je passe un bon temps, puis ce qu'il va faire avec l'entrevue dans 2 semaines, vous ferez ce que vous voudrez. C'est la même chose pour le tunnel. Quand on a décidé par instinct, on s'en va bloquer le tunnel, bien, on s'en va bloquer le tunnel. Puis on verra où ça nous mène, puis je m'en fous. Puis le fait que ça nous ait mené devant la justice, ça aussi, je m'en fous. Parce qu'un coup devant la justice, ils sont obligés de vivre avec nous autres, ils sont obligés de vivre avec notre message. Oui, on est coupable, on le sait d'avance, ça. Tous les procès qu'ils ont eu pendant le COVID, ils sont décidés d'avance. Tout le monde est coupable. Puis je l'ai dit à mon avocat à Ottawa aussi, on devrait plaider coupable. De toute façon, l'issue du procès est déjà décidée. Mais ça nous a quand même donné la chance d'aller donner notre message jusque devant la justice. À quelque part, à un moment donné, les juges, ils vont finir par cette année d'avoir les tatas, là. La preuve, on l'a, là, ça vient d'être déclaré en cour d'appel pour une 2e fois que la loi des mesures d'urgence était illégale. Y a-t-il été entendu notre message? Oui. Je suis content qu'on se soit rendu là. Ouais. On est au moins 2 dans la salle à savoir que c'est inévitable. Moi, je me souviens en 2021, c'est-à-dire avant le convoi, j'avais dit à Carole à l'époque, ça va finir devant la justice. C'est inévitable. Puis je vais me rendre. C'est la seule place où on peut se rendre pour se faire entendre, même s'ils ils semblent ne pas nous écouter. Ils sont obligés de nous entendre. Le bout d'entrevue devant la commission fédérale que tu as fait jouer, là, ça a été vu des centaines de milliers de fois sur ma seule page. Il y a plein de gens qui le partagent à la grandeur du Canada. Ça a été vu à la grandeur de la planète. Ils sont pognés avec notre message. Fait, allons-y en justice, je vais pas trouver avec ça. Ouais. Aujourd'hui, avec du recul, est-ce que tu referais l'épisode du tunnel ou tu la referais peut-être différemment? Qu'est-ce que tu changerais si tu changeais je quelque le chose? referais en trip avec une gang de solides qui sont capables de rester là pendant 1 heure. À ce bout-là, on dit bonjour à Joanne dans ce temps-là. Hein. Le convoi, pour certains, c'est un épisode honteux. On parle du convoi des camionneurs, évidemment. Pour d'autres, le dernier moment d'un peuple libre. Qu'est-ce qui te fait dire, toi, j'y vais? Bien, c'est drôle que tu me demandes ça parce que je me suis rendu compte aujourd'hui. On est le 23... Non, c'est pas vrai. Ça va être en rediffusion. Mais... En rediffusion, mais on est aujourd'hui, à l'heure où on enregistre l'émission devant public, on est le 23 janvier. Oui. À l'heure où on enregistre l'émission, on est le 23 janvier. Puis le 23 janvier 2022, c'est la date où j'ai pris la décision que je pesais sur on pour le convoi. Parce que ça faisait des semaines que mon entourage me disait « Les gars de l'Ouest s'en viennent, les truckers de l'Ouest s'en viennent. » Ils me montraient des vidéos, on y va-tu, on devrait y aller, on y va-tu. Puis moi, ça a toujours été non, pendant des semaines. Parce que j'étais sorti de la rue, parce que je trouvais qu'on avait fait le tour, parce que je trouvais que ça menait nulle part. Puis je référais les truckers aux infirmières. Les infirmières, un jour, ils ont fait appel aux farfadets, puis quand ils ont eu gagné leur point, ils nous ont tassés. Là, les truckers s'en venaient, selon moi, ils s'en venaient à Ottawa pour négocier leur permis de travail aux douanes sans vaccin. Je peux pas les appuyer. Ils s'occupent pas de la cause, selon moi. Ils s'occupent de leur permis de travail aux douanes en lien avec les vaccins. Puis, mais qu'ils aient gagné leur point, ils vont nous laisser. Fait que j'ai été des semaines à dire à mon entourage, non, j'embarque pas, non, j'embarque pas. Mais le 23 janvier, c'est le 4e anniversaire aujourd'hui, 23 janvier 2022, j'ai du monde chez nous, c'était un peu le quartier général chez nous, tu sais. Il y avait du monde de camper chez nous, il y en a qui couchaient dans le garage. Puis on vient d'en parler, j'ai dit non, j'ai rentré dans la maison, puis j'ai tombé sur une vidéo d'un trucker du Québec qui est en train de me dire à LCN qu'on s'en va à Ottawa pour que tous les mandats tombent, et on va rester là jusqu'à temps que ça tombe. Moi, j'ai allumé au corps de tour, là. Ça a fait, OK, ils s'en vont là pour la cause, tu sais. J'ai allumé au corps de tour, l'inspiration m'a fait pondre un texte avec mon drapeau à l'envers. Il est dans le livre, vous le lirez. Puis, écoute, il est 3 heures du matin, puis le monde était assis sur un spring dans ce temps-là. À 3 heures du matin, moi et mon chum Balou, on jase par Internet parce qu'on n'en revient pas.
Il est 3h15, j'ai 300 commentaires sur mon post que je viens de faire, plus 1000 likes, il est 4h du matin. C'est comme... Lui, il me dit, le monde n'a pas de vie, tu sais. Non, le monde, il était assis sur un spring, puis il attendait qu'un Québécois se lève, puis ça a été moi. Moi, j'ai fait go, puis 6 jours après, on était dans nos véhicules, puis on s'en allait là. Combien de kilomètres de convoi? 117. Ça, c'est entre Gatineau puis la Halle 50. Quand on est arrivé à Gatineau avec notre convoi, j'ai appelé la Halle 50 pour savoir comment ça se passait. Puis on m'a dit, ça sort encore, gros. Fait qu'on a calculé sur Google, ça a fait, il y a 117 km de convoi. C'est beaucoup de monde. Comment, justement, t'expliques ta capacité à rassembler autant de gens autour d'une cause? On appelle ça un don. C'est un talent. C'est pas de ma faute. Ben, c'est vrai, je veux dire, je suis né de même, mais j'ai toujours été en avant, moi. J'ai toujours été animateur de quelque chose. À 15 ans, j'étais animateur d'une maison des jeunes, puis j'organisais des olympiades, puis des carnavals, puis j'ai été président du conseil étudiant. J'ai toujours été en avant. Partout où je vais, je finis chef d'équipe, président de quelque chose, animateur de quelque chose, tout en avant. Je suis fait de même, j'ai du charisme, puis je suis capable de dire les mots que des gens pensent. C'est pas donné à tout le monde de s'exprimer librement, clairement, facilement, puis de pas se faire planter par les médias. C'est pas donné à tout le monde. Puis moi, j'ai ça. J'ai reçu ça. C'est pas ma faute. Est-ce que tu penses que c'est parce que les gens se retrouvent à quelque part en toi? Bien, effectivement, c'est ce que... Un gars du peuple. C'est ce qu'on m'a dit le plus souvent. C'est à cause de ça que les farfadets se sont créés. J'ai rien créé, moi. C'est les gens qui sont venus vers moi pour me dire, quand tu parles, ça me vibre en dedans. T'as les mots de mes pensées. Puis je suis pas capable de m'exprimer comme toi. Puis c'est comme ça que tout le monde s'est approché de moi. As-tu senti que le Québec est en train de se faire casser à ce moment-là? Le Québec est toujours en train de se faire casser. Moi, je suis plus réaliste, positif, moi, dans le sens où il faut que ça y aille mal pour voir comment ça va bien. Puis à cette époque-là, c'est allé tellement mal qu'on leur a montré que ça pouvait aller bien. Puis je pense vraiment que un des points qu'on a gagné, c'est de montrer à la planète au complet qu'on avait pas mal plus de courage qu'ils pouvaient nous dire de nous autres. T'sais. Ce qui s'est passé à Ottawa, là, je veux dire, c'est la manifestation de l'histoire du Canada. Là. Il n'y a jamais rien eu de plus gros que ça. Là. Puis ça a été vu sur toute la planète. Il y a plein de monde qui ont fait « Hey, Canadian have balls! » Je veux dire... C'est une manifestation, c'est pas une manifestation, en fait, c'est la manifestation du courage, c'est l'effervescence du peuple, c'est ce qu'on a prouvé. Si ça allait été mal, en tout cas, moi, ça n'a jamais été aussi bien. T'en parles avec émotion, c'est-tu un événement marquant dans ta vie, cette manifestation-là? C'est la plus belle manifestation de ma vie, Jean-François. Ouais. Moi, ça faisait 30 ans que j'attendais ce moment-là, sérieusement. Je me rappelle dans début vingtaine que j'ai des chums qui me disaient « Ouais, c'est bien beau, t'as raison dans ce que tu dis, mais on fait quoi? On fait quoi? » Moi, ça a toujours été clair dans ma tête, on fait quoi? Ben, c'est simple, là. Va t'acheter une chaise puis une caisse de coke, puis lundi, il reste chez vous. Puis si tout le monde faisait ça, là, ben, ça sera pas long que la machine, elle va s'effondrer. Si on arrête toute la machine lundi, c'est sûr que ça l'arrête dans pas long. Quand on est allé à Ottawa, là, écoute, il y a des millions de Canadiens qui ont été impliqués dans les événements d'Ottawa. Puis en même temps qu'on est là, on entend la rumeur que la construction va tomber en grève, que les infirmières veulent tomber en grève, que l'éducation veut tomber en grève. J'ai eu des frissons. Puis j'ai dit, c'est maintenant. Malheureusement, ils sont pas mal plus intelligents qu'on pense, puis ils nous ont démantelés juste avant que ça arrive. Mais nous autres, on est installés là pour que le régime change, pour que le système change. Pas pour qu'on change de politicien, on veut que le système change. À Ottawa, Steve, tu l'as vécu de près à Ottawa. Pas mal, ouais. T'as campé là, t'as demeuré là, t'as donné de la soupe. C'est incroyable ce que vous avez fait pour faciliter justement ceux qui étaient à Ottawa. Ouais. Qu'est-ce que tu as vu que les médias n'ont jamais voulu montrer? Tout. Écoute, les médias, ils ont voulu nous dépeindre comme d'habitude, étant des gens violents, sales, pas propres, édentés. Vous les avez toutes vus passer.
Mais tous ceux qui ont mis le pied à Ottawa, ils vont témoigner la même chose que nous autres, que c'est une célébration d'amour, c'est une célébration d'union. Écoute, j'ai pris du monde dans mes bras de toutes les religions, toutes les races, toutes les couleurs, toutes les langues. Il y a des gens avec qui j'ai dansé, je comprenais même pas ce qu'ils disaient. Tu savais pas que tu savais danser non plus? Non! Non, mais le monde autour le savait pas. Écoute, c'est la manifestation d'union de ce pays-là qu'on n'avait jamais vu avant. Les médias et le gouvernement tentent de nous faire croire qu'on est divisé. C'est complètement faux. Il y a des millions de Canadiens qui ont été impliqués là-dedans. C'est de ça qu'ils ont eu peur. Ouais. C'est quoi le plus grand mensonge qu'on a raconté sur vous par rapport au convoi des camionneurs? Eh boy, il y en a eu tellement de panoplie, là. Je veux dire, ils ont passé 2 semaines à raconter des mensonges, là, en passant par avoir volé de la bouffe des itinérants. C'est complètement fou, là. Wow. Ça avait passé aux nouvelles comme quoi qu'à notre campement, au campement des Farfadets, on avait volé la bouffe du comptoir alimentaire. Alors que la vraie histoire, c'est que le comptoir alimentaire nous emmenait de la bouffe pour qu'on nourrisse ses itinérants parce qu'ils ne pouvaient pas y aller sans passe sanitaire. C'est comme... Ça s'est tout passé dans l'amour, dans le peuple, ça. Puis ça, c'est... Ils sont pas capables de capter ce moment-là. T'sais. Je veux dire, ils sont pas capables. T'sais. C'est une des exemples qu'on a vécu où ce qu'on voit c'était hors de leur contrôle, ce qui pouvait se passer. T'sais. Un jour, il est arrivé, je pense que c'est 6 cordes de bois d'un coup en avant de notre campement, mais ils veulent pas laisser rentrer le véhicule sur le campement. Nous autres, il y en a un qui a dit, pas de trouble, on va le charrier à bras. Fait qu'il s'est fait une chaîne humaine, puis le bois, il est parti du trailer, puis il était cordé. Ça a pris à peu près 20 minutes. T'sais. Puis il y a un gars qui est allé voir le policier, puis il a dit « Merci de ne pas avoir laissé rentrer le truck. As-tu vu ce que tu viens de créer? » Mais ça, ils sont pas capables de capter ça. Puis quand ça va mal dans le peuple, là, il se passe quelque chose de bien dans le peuple. Puis les autorités sont pas capables de capter ça. Fait qu'ils tentent à nous détruire par tous les moyens. C'est pas compliqué. 90 % de ce qu'ils ont dit sur nous autres à la TV, c'est faux. Fait que, qu'est-ce qu'ils ont dit de faux? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont dit de vrai? C'est plus là. Ouais. Il faut creuser. Ouais. Tu as fait une image forte. Tu as dit des milliers de Jésus, multiplication, dons, fraternité. Qu'est-ce que tu as vécu de spirituel là-bas? Pourquoi l'image de Jésus te vient à ce moment-là? Écoute, j'ai toujours eu une très grande croyance, même si j'en parle très peu. Puis si j'en parle très peu, c'est pas parce qu'ils sont profondes, c'est parce que l'orgueil de l'homme est pas mal trop orgueilleux pour qu'on puisse parler de ça ouvertement, surtout au Québec. Malheureusement, au Québec, au Canada, on subit les répercussions de l'Église catholique romaine que, par l'hommerie, ont vraiment fait des dégueulasseries dans la religion catholique. Puis ça a fait que les Québécois et les Canadiens ils ont jeté le bébé avec l'eau du bain. T'sais. Ils se sont débarrassés de Dieu en même temps que l'Église. Mais moi, là-dedans, tout ça, j'ai toujours eu une foi profonde. Puis quand j'ai arrivé à ces événements-là, j'étais dans une foi profonde parce qu'il n'y a personne qui a organisé ça. Là. J'ai pas organisé ça, moi. C'est la force du nous qui a organisé ça. Puis il ne peut qu'avoir une puissance supérieure derrière. C'est pas moi, c'est pas toi. Ça s'est fait tout seul. Ça c'est plus fort que moi, ça. Ouais. Puis tout le partage qu'il y a eu là, écoute, je fais allusion à ça parce que je fais allusion au temps où dans l'histoire de la Bible, on raconte que Jésus a multiplié du poisson. Puis, écoute, tout s'est multiplié à Ottawa. Je veux dire, on cherchait du bois, il en apparaissait 20 cordes, on cherchait des briquettes de barbecue, on s'en faisait livrer 2 palettes. C'est comme, tout s'est multiplié. Puis c'était vraiment dans chaque être humain, il n'y a personne qui a organisé ça. Là, on arrive au point où c'est plus une manifestation, c'est une démonstration de force de l'État. Le moment où tu comprends que tu vas être arrêté, comment ça se passe? Tu étais où? Tu faisais quoi? Tu as eu peur ou tu étais calme? Bien, la première fois où j'ai pensé me faire arrêter, moi, c'est la journée même du 14 février 2022. La journée qu'ils nous ont annoncé qu'il rentrait la loi des mesures d'urgence. La loi des mesures de guerre qui ont camouflé derrière la loi des mesures d'urgence. Hein? C'est la première fois que j'ai pensé que je me ferais arrêter. Avoir eu peur, non, parce que comme je te dis, depuis le début, je sais que je vais finir en justice.
depuis 2021 que je sais que je vais finir en justice. J'ai pas eu peur, mais j'ai eu des choses à protéger au nom des Farfadets, l'argent des Farfadets, tout ce qui appartenait au mouvement. J'ai pensé au mouvement avant de penser à moi. Puis j'ai réagi de sorte que j'ai dû aller protéger les affaires, coucher ailleurs, puis revenir en secret pour faire « OK, tout est protégé, là, m'en faire face à la musique ». C'était ma première réaction. Par la suite, quand ils m'ont arrêté, écoute, ma réaction... Menotté? Oui, menotté. Oui, j'ai été arrêté une semaine après avant que les kills, menotté, embarqué dans le char. Mais ça s'est passé quand même sous le... C'était tout respectueux, puis comme je te dis, c'est comme... On aurait dit que j'étais dans un film que j'avais déjà écrit, parce que je le savais. C'était comme, OK, ça a juste fait, c'est aujourd'hui. Tu sais. Puis les policiers ont été très corrects avec moi, et quand il m'a mis la main sur le bras, il m'a dit, l'artiste, faut que je t'arrête. Tu sais. Faut que tu m'arrêtes. OK, t'as pas l'air heureux, toi. Ben, il faut que je fasse ma job. Tu sais. OK, c'est correct. Tu sais. Puis ils ont été corrects avec moi. J'ai rien à dire sur mon arrestation. Puis moi, je le savais. Tu sais. Ça m'a brassé l'intérieur quand je me suis rendu compte que, OK, je pense que je pars pour une run, là. Et je m'en vais pas coucher dedans, là. Quand j'ai réalisé que ça peut être long, là, ça m'a fait de quoi un peu. Mais c'est correct, j'étais prêt à faire face. Est-ce que tu penses que ceux qui n'auraient pas... Je reformule ma question. Est-ce que tu penses que, vu que tu t'étais préparé à cet événement-là, quand c'était arrivé, tu étais plus prête encore à y faire face que quelqu'un qui aurait vécu dans le déni puis qui aurait continué à faire des manifestations comme vous faisiez puis qui se fait attraper? Est-ce que tu penses qu'il aurait eu autant le courage de vivre le scénario si c'était pas fait le scénario au préalable? C'est clair que non. D'ailleurs, nos arrestations ont fait en sorte qu'il y a beaucoup de monde qui ont sorti de la rue. Tout le monde a sorti de la rue. Tout le monde a rentré de chez eux. Là. Puis je l'ai entendu plusieurs fois. Là. Donc, c'est clair que oui. Ouais. Si quelqu'un qui se fait pas le scénario, qui arrive ça... Il va avoir de la misère à vivre ça. C'est sûr. Il faut y penser d'avance. Il faut être frais pour, c'est sûr. Les militants sont tous sortis de la rue parce qu'ils n'étaient pas prêts à ça. Puis vu qu'ils n'étaient pas prêts à ça, puis qu'ils l'ont vu venant de moi et puis d'autres, il y en a beaucoup qui se sont dit « Moi, je peux pas me rendre jusque-là. » Ils se sont tirés de la rue. Oui. Tu racontes la cour ou la libération refusée dans ton livre, le centre de détention d'Ottawa. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans tout ça? L'humiliation, l'injustice, le silence, l'isolement COVID, la fouille, la comparution. Qu'est-ce que c'est ironique, mais ce qui m'a le plus marqué, c'est ma sortie de prison. Ah ouais? Oui. J'ai pas passé du mauvais temps en prison. Écoute, en prison, c'est tous des complotistes. Là, fait que, c'est vrai, puis en plus, ils m'ont vu à la TV, moi, fait que j'ai eu le respect de suite. T'sais. Ils ont fait « Hey, si, il est à la TV, lui! » Mais oui, toi, hey, comment ça, qu'est-ce que t'as fait? J'ai été oublié de compter mon histoire. J'ai eu le respect de toute la gang tout de suite, fait que j'ai pas passé du mauvais temps en dedans. Je l'ai trouvé dur quand je suis sorti d'en dedans. Parce que quand j'étais allé à Ottawa, moi, symboliquement, on avait dit à tout le monde « On va sortir d'ici mort ou libre. » C'était symbolique, c'est clair que je ne mourrais pas là. Mais symboliquement, dans ma tête, on sort de d'ici mort ou libre. Puis là, je sors de prison, je suis pas mort, je suis pas libre. Ça a été dur à accepter, puis je te dirais que j'ai passé autant de temps dans mon salon que je peux avoir passé dans ma cellule. Je n'étais pas capable de sortir de chez nous. Mon post-traumatique, je l'ai vécu là, moi. Parce que la vie avait plus de sens pour moi. Ça a pris combien de temps avant que tu puisses te regarder puis dire « J'ai pas fait tout ce à quoi je m'étais engagé à faire ». Plusieurs mois. Pour me regarder librement et être bien, ça plusieurs mois. Qu'est-ce que tu vis pendant ce temps-là? Est-ce que tu as le goût de toucher à l'alcool? Est-ce que tu as le goût de geler? As-tu le goût de repenser à d'autres choses? Qu'est-ce qui se passe? Me geler, toucher à l'alcool, non. Je pense que ça fait plus partie de moi depuis des années que j'ai pas fait ça. Là. Mais la vie en général avait plus de sens. Pas ma vie, la vie. C'était comme, qu'est-ce que je fais ici? J'avais plus le goût de rien. Je peux même pas te dire de quoi j'avais le goût. Je gérais, je me couchais dans le salon puis je regardais passer la saison. La vie avait plus de sens. J'étais jammé sur une phrase, quand tu sais tout ce qu'on sait puis tu as fait tout ce qu'on a fait, qu'est-ce que je fais sur cette planète-là? C'est comme, je veux pas vivre dans ce système-là, puis on est rendu jusqu'au bout. Tu peux aller où après avoir été à la prison pour te faire entendre?
j'ai pas d'autres actions à faire, on dirait, moi, à cette époque-là. Aujourd'hui, je suis content, j'en ressors, j'écris un livre, puis ça me redonne une flamme. Il y a des gens qui organisent des conférences pour moi, il y a des gens qui veulent entendre mon message. Ça me redonne une petite flamme. Mais à l'époque, je comprends plus l'existence de cette planète-là. Fait que j'ai pas le goût ni de consommer, ni de... Ben, j'ai plus le goût de rien. J'ai un Harley dans le garage dans le temps, j'ai même pas le goût de le partir. Mon ex-conjointe, elle me dit, regarde les canards, c'est beau sur le lac, les canards. Il n'y a plus rien qui a du sens pour moi. Ça a été dur. Tu as fait une dépression? Oui, j'ai été un bout de dépressif, oui. Bon, oui. Heureusement, j'ai été bien entouré. Médicaments? Non. À frette. Est-ce que la prison a brisé l'artiste? Non. On aperçoit aujourd'hui? Non. Est-ce que tu as pensé qu'elle t'avait brisé? Non. Non plus? C'est pas la prison qui m'a brisé. Qu'est-ce qui t'a brisé? Ce qui m'a ralenti, qui m'a mis dans un état dépressif, c'est vraiment ça. C'était... Moi, je veux dire, dans mon cœur, je vais toujours rester militant. Je peux pas accepter cette société-là. C'est impossible. Je peux pas accepter ça. Sans rien faire, sans rien dire. Je peux pas retourner à... Là, je vais me geler. Si je retourne puncher ma carte pour faire semblant qu'il se passe rien, je suis en danger d'aller me geler, là. Faire comme avant. Je peux pas adhérer à cette société-là. La seule chose que je peux faire, c'est d'essayer de la changer. Et si j'ai pas de chemin pour la changer, c'est dépressif, oui. Si aujourd'hui, je retrouve un chemin, non, ça m'a pas brisé. J'étais en train de voir que je pense que ça m'a rendu plus fort, tu sais. Ouais. Puis ça m'a donné une notoriété que très peu ont. Aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de plaisir à ressortir dans le monde. J'ai fait une job de transport depuis 2 ans. Là. Partout où je vais, il y a des gens qui me reconnaissent. Partout. Des usines, des chantiers. Puis à chaque fois, ça me fait « OK, on n'a pas fait ça pour rien. » Puis là, je l'oublie 2 jours, puis on me reconnaît encore, on me fait payer un café, un souper. OK. Tu parles de notoriété. Peut-être à plus petite échelle, mais est-ce que tu dirais que la prison t'a amené à avoir une certaine notoriété du même type que Nelson Mandela a eu quand on l'avait enfermé? Bien, à très petite échelle, là, j'ai beaucoup de respect et d'admiration. Je cherche mes mots, d'admiration. Pour un gars comme Nelson Mandela, c'est une de mes inspirations, c'est sûr. Le gars, il a passé quoi, 33 ans en prison? Il n'a jamais plié. Puis quand il est sorti de là, il est obligé de le nommer président. Je veux dire, c'est sûr que je vais avoir de l'admiration pour ce gars-là. À très, très, très petite échelle. Je pensais que tu c'est sûr que je vais être le prochain premier ministre. J'essaie d'arrêter. Non, mais écoute, oui, ça nous a donné de la notoriété. Encore une fois, je cite mon frère Mario qui pourrait t'en juger. Tu sais, aujourd'hui, je me suis souvent fait attaquer, moi, par des trolls, des ci puis des ça. Ils n'ont plus d'arguments aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, je me fais attaquer des fois là, pour des... Ils nous attaquent souvent avec des conneries, pas d'arguments. Tu sais. À cette heure, ça me fait... c'est tout ce que t'as. Ils font des montages, c'est tout ce que t'as. Tu sais. Mais tu vois, aujourd'hui, moi, j'ai sorti une phrase, justement, pendant le COVID. À défaut d'arguments, on insulte les gens. Ah oui. Et c'est une réalité. Mais là où je suis rendu, les insultes me touchent plus. Fait que c'est comme si... T'as juste ça? Va te faire un quick. Ouais. Selon toi, Steve, qu'est-ce que l'État voulait faire passer comme message en vous traitant de la manière dont ils vous ont traité? Bien, ils ont voulu briser le mouvement d'union, tu sais. En arrière des événements, ce qu'on a été le plus coupable devant l'État, c'est d'avoir réussi à prouver qu'on était un peuple qui pouvait s'unir devant une cause. C'est ça qu'ils ont brisé. Ils sont allés chercher toutes les têtes d'affiche qui avaient les plus gros, la plus grosse masse de followers. Ils les ont mis en prison. Puis après ça, ils ont brisé tous les mouvements de l'intérieur. Ils ont brisé notre union. C'est ça le message. Donc, tu as senti que c'était politique et pas légal. Absolument. Ouais. La Cour fédérale du Canada a récemment statué que le recours à la loi sur les mesures d'urgence en 2022, je cite l'article, par le gouvernement fédéral était déraisonnable et illégal. Une décision confirmée en appel au début 2026, au mois de janvier. Bien que le fédéral persiste à défendre son action pour la sécurité nationale, ce verdict souligne que le gouvernement a enfreint la Charte canadienne des droits et libertés. Ça veut dire quoi pour toi? Bien, ça veut dire, enfin, il y a des gens plus haut placés que nous autres qui voient qu'on avait raison.
Tu sais, le dépôt de la loi des mesures d'urgence s'est fait le 14 février. Dans la normalité des choses, si tu dois déposer une loi extraordinaire comme celle-là, il faut que la loi passe par le Sénat. Et si le Sénat accepte, il faut que le vote revienne en Chambre. Et là, ils vont pouvoir l'appliquer. Trudeau, il a envoyé ça au Sénat et il l'a appliqué. Pendant que le Sénat en discutait, puis c'est clair que, selon tout ce qu'on a vu, le Sénat était pour refuser la loi. Mais lui, il est en train de nous matraquer dans la rue puis nous marcher dessus à coups de chevaux, là. Puis la journée que le Sénat aurait pu se prononcer, bien, la loi a été retirée. Finalement, il n'avait plus besoin, les rues étaient vides. Tu sais. Des années plus tard, il y a un juge qui a décidé que non, c'est pas légal, qu'est-ce que t'as fait. Puis là, il emmène ça en cour d'appel, puis je veux dire, ça serait vraiment ironique qu'un nouveau juge aille dire que son chum juge n'avait pas raison. Le trouble est pogné dans la machine. Ça me fait jubiler un peu. Un petit velours. Tu sais, ton livre dit parfois « Le mouvement ne meurt pas de l'extérieur, il meurt de l'intérieur ». On en a parlé un petit peu. Qu'est-ce qui a brisé le mouvement, selon toi? La machine, l'infiltration, les traites et la naïveté. Ta phrase clé, c'est « Il y a des rats ». Tu veux dire quoi par ça? Bien, il y a des rats. On est infiltrés, c'est clair et net aujourd'hui. Je l'explique dans mon livre. Comme j'ai expliqué au début de mon livre, j'ai dû changer des noms pour ne pas me mettre dans le trouble. Puis en même temps, des fois, je me dis que s'il y a quelqu'un qui voudrait me mettre dans le trouble, ça serait un aveu de culpabilité. Ça fait que, mettez-moi dans le trouble, tu sais. Je veux dire, s'il y a des rats, ça veut dire qu'on a été carrément infiltrés, puis on a pu les identifier avec le temps. Malheureusement en retard, parce que, comme je t'ai dit tantôt, nous autres, on met tout notre cœur dans notre cause. Il y a des choses qui nous échappent, il y a des affaires qui nous échappent, mais par après, quand on remet toutes les pièces de puzzle ensemble, puis qu'on fait « Hey, ça n'a pas de sens, qu'est-ce qu'il a fait, lui? » Il nous a mis dans le trouble, puis c'était volontaire. Ça fait qu'on a pu identifier avec le temps 2-3 personnes. Ouais. Je fais beaucoup référence au livre de Pierre Schneider dans mon livre, qui est un membre actif initial du FLQ, qui a vécu les mêmes problèmes que nous autres. Et je fais référence à Patrick Baudry, qui a vécu les mêmes affaires que nous autres. Ça prend 2-3 conscients payés et une centaine de naïfs, puis tu brises tous les mouvements. Puis c'est dommage, parce que je le savais quand on l'a vécu chez Farfadet, parce qu'on l'avait déjà vécu dans la meute, puis j'ai tenté de l'expliquer. Parce que moi, les 2-3 rats qui ont rentré, qu'on a identifiés, là, j'en ai rien à foutre d'eux autres. Là. Ça m'importe peu. Ce que je trouve dommage, moi, c'est la centaine de naïfs qui les ont écoutés et qui se sont servis de leurs paroles pour nous détruire. Eux autres, aujourd'hui, sont chacun tout seul chez eux. Ils n'ont plus de mouvement. Ils doivent avoir moins d'amis qu'avant. Eux autres, je trouve ça dommage. Ouais. Parce que je l'ai expliqué, en plus. Fait que si je leur réexplique dans mon livre puis que je vais pousser ça plus loin, c'est parce que je commence à avoir hâte que les Québécois comprennent qu'on va se faire briser de l'intérieur. Ouais. Si on était tous à le savoir, ben ils réussiraient pas. Tu penses vraiment? Parce que même si des fois, tu es, juste le mot en anglais, awareness, tu es conscient de ça, ça arrive quand même que tu te laisses berner puis que tu vis le contraire, même si tu es conscient. Bien, ça risque d'être de plus en plus dur, étant donné le respect et la notoriété que je reçois, justement. Ouais. Le prochain qui va essayer de me briser, il a besoin de faire ses efforts parce qu'il y a beaucoup de confiance dans le peuple. Tu l'as dit, tu as vécu une trahison personnelle, tu sais. Plus qu'une fois même. Y a-tu un moment où tu t'es dit « Wow! » Même lui. Ah, 1000 fois. Oui, plein de fois. J'ai même passé proche de tout abandonner souvent parce qu'à un moment donné, c'est trop pour un homme, là. Mais il y a toujours quelque chose qui me pousse dans le dos pour que je continue. Ouais. Tu parles d'un silence obligé puis d'un retour au crayon. Ton silence forcé, c'était quoi exactement? Ah! Mon silence forcé, c'est exactement 39 mois à vivre sous condition que j'ai perdu mes droits fondamentaux. La Cour m'a donné des conditions le temps que je subissais mon procès. C'est ce que j'ai regretté, d'ailleurs. J'ai sorti de prison en acceptant leurs conditions. Puis une des conditions, c'était que j'avais pas le droit de m'exprimer sur les réseaux sociaux. J'avais pas le droit d'être dans un rassemblement de plus de 20 personnes. Il fallait que je sois chez nous tous les soirs. J'avais un paquet de barèmes à respecter. Mais ce que j'ai trouvé le plus dur, c'est vraiment mon droit de parole. On m'a enlevé mon droit de parole pendant 39 mois. Qu'est-ce qui est différent entre le Steve avant la sentence puis le Steve après la sentence? J'en ai encore plus à dire.
Ah ouais. Ouais. Après la sentence, c'est ironique parce que, tu sais, c'est comme la première fois que j'ai eu un accident avec mon Harley, moi. C'était la première fois. Puis quand ça s'est réglé, puis je me suis relevé, puis je suis parti avec mon bicycle, là, j'avais moins peur qu'avant. Je veux dire, OK, c'était ça, cool, on fait un bout. C'était juste ça, là. Puis c'est le même me sens aujourd'hui, là. Ouais. J'ai passé à travers, ça a été dur, j'ai eu des bouts rough, ça a duré 4 ans, j'ai dû me séparer par-dessus. Mais tout ça, c'est en arrière. Puis dans ma tête, aujourd'hui, ça me fait, c'était juste ça. OK. Quand tu recommences à écrire, ça vient d'où? Ça vient de où? Ça vient d'où? Les tripes, ça vient... Oui, ça vient des tripes. Colère, paix, lucidité, appel, une thérapie? Aussi, oui. C'est un bon exutoire, écrire. Ça m'a beaucoup aidé à faire du ménage, me remémorer des choses. J'ai été obligé d'appeler des chums pour me remémorer des dates, des faits, rebrasser ça, puis essayer de mettre les pièces du puzzle ensemble. Oui, c'est une thérapie pour moi. C'est comique parce que je l'ai lu 25 fois, moi, pour le corriger, tu sais. Puis quand je l'ai reçu en physique, je l'ai relu encore. C'était comme, OK, wow, j'ai le produit fini. Est-ce que tu as réglé des comptes dans ton livre? Oui. Oui, j'ai réglé des comptes. J'ai dit ce que j'avais à dire concernant tous ceux qui ont essayé de me détruire, tu sais. Les gens qui essayent de nous détruire pendant qu'on ne peut pas parler, là. Ben moi, un jour, je vais pouvoir parler, comme là. Là, je peux parler. Ouais. Ces gens-là, c'est comique aujourd'hui, ils sont silencieux. Ouais. Ce livre-là, Steve, c'est ta libération ou ton avertissement? Les deux. Les deux. Tu le liras. Steve, tu parles de Dieu. Oui. Tu dis que tu te mets à genoux devant Dieu seulement. Ta foi, elle commence quand dans ta vie? Ben petit. Oh, j'ai la foi depuis que je suis pas mal petit. J'ai failli mourir à 3 ans, puis il s'est passé quelque chose là. Je l'ai perdu souvent, comme j'ai dit. J'ai essayé leur système souvent, comme j'ai dit, j'ai perdu ma foi. J'ai passé par la drogue, l'alcool, j'ai perdu ma foi. Et j'ai retrouvé ça quand j'ai fini en thérapie. Il s'est passé quelque chose en dedans de moi en thérapie qui a fait en sorte que j'ai retrouvé ma foi. Puis c'est ça qui me pousse dans le dos depuis. Y a-tu eu dernièrement un moment déclencheur où ce que tu le retrouves encore à un autre niveau, la mort de Charlie Kirk, par exemple? Oui, la mort de Charlie Kirk, ça m'a brassé, mais il y a un autre moment. Je sais pas, je pense que notre cheminement de vie fait en sorte qu'on s'en va vers de plus en plus de foi ou de plus en plus de crainte, puis moi, j'ai décidé ce chemin-là. Puis il y a plein d'événements dans ma vie qui font en sorte que je suis obligé de travailler sur ma foi de plus en plus. Les gens qui veulent travailler sur leur peur, ben ils peuvent pas endurer ça. Tant pis, on va continuer d'avancer avec ceux qui s'en vont dans la foi. Oui. Dans ton livre, tu parles comme si c'était un combat spirituel, autant que politique. Pourquoi? Ben, c'est profondément spirituel à la base. Moi, je trouve tellement que la politique profite de la faiblesse spirituelle des gens. Moi, plus je suis heureux, moins je dépense. Moins je sers d'esclave moderne pour eux autres. C'est mathématique, c'est aussi simple que ça. Tu crois que le pouvoir veut remplacer Dieu? Absolument. D'ailleurs, il essaie de sortir Dieu de toutes les institutions. Il essaie de sortir Dieu de l'ordre des psychologues. Il sort le Dieu des écoles. Il essaie de remplacer Dieu partout. Il joue à Dieu. Il manipule l'ADN des plantes. Je trouve que c'est le plus gros défaut de l'humanité en ce moment, c'est que l'homme au pouvoir se prend pour Dieu jusqu'à jouer avec la création au complet. Puis là, quand ça se met à fucker dans la création, ils mettent la faute sur qui? Le réchauffement climatique. C'est comme... on est dans un délire total. L'homme se prend tellement pour Dieu. Un jour, peut-être que le Créateur va reprendre sa création. Tu vois la soumission moderne comme une religion? Oui, absolument. Les gens, ils pensent qu'ils n'ont pas le choix, puis ils continuent de marcher dedans, puis ils nous disent on n'a pas le choix, puis c'est comme ça, puis ils vont en messe à TVA tous les soirs. C'est un peu ça, oui. Est-ce que tu penses, Steve, que Dieu t'a gardé en vie pour une mission? J'irai pas jusqu'à prétendre ça, là. Je
pourrait me faire interner pour moins que ça, là. Je sais pas. Je sais pas. Non, tu t'es déjà fait interner pour moins que ça. Ouais, c'est ça. Écoute, j'ai-tu une mission? Je ne sais pas, mais moi, je me sens bien quand je marche dans ces bottines-là, fait que je peux pas arrêter. Là. J'ai quelques questions en rafale pour toi. En rafale. En rafale. Tu as été traité comme un criminel. Mm-hmm. Tu penses que le vrai crime, c'est d'avoir inspiré du monde? Oui, inspirer et rassembler. Est-ce que le système pardonne tout, sauf une chose, le courage? Absolument. Tu dis les derniers patriotes, ça veut dire que les autres ont lâché ou ont été achetés? Les deux. Mais encore? Bien, il y en a beaucoup qui ont rentré chez eux, comme je te dis, puis il y en a beaucoup qui ont été achetés. La façon qu'on procède pour acheter quelqu'un, je l'ai vécu à 2-3 reprises. Moi, j'en parle dans mon livre, vous le lirez. Mais j'ai appris à travers ce processus-là comment on achète un être humain. Ouais. Moi, je suis pas achetable, mais ça m'a fait voir qu'il y en a qui ont pu l'être. Ottawa, c'était une manif ou une preuve que le peuple peut redevenir dangereux? C'était effectivement une preuve qu'on peut devenir dangereux. Moi, si tu nous enlèves notre assiette, check bien que je vais faire avec les couteaux. Voyant tout ce qui s'est passé, est-ce que tu penses que le peuple pourrait être prêt à se remobiliser pour revivre un Ottawa 2.0? C'est inévitable, selon moi. S'il continue de presser le citron comme ça, c'est inévitable parce que la seule personne qui est responsable du convoi, là, c'est Trudeau. C'est lui qui a organisé le convoi, c'est pas nous autres. C'est lui qui a fait en sorte que tout le monde a voulu se lever. Puis c'est lui qui, en plus, a rajouté de l'huile sur le feu en nous traitant de fringe minority puis toutes sortes d'affaires. Puis il a sacré de camp d'un autre pays sans s'occuper de nous autres. C'est lui qui a organisé ça. C'est la rage contre ce gars-là qui a organisé ça. Continue de laisser la rage monter contre la gang qui l'a remplacé, là. Je ne sais pas si on va aller à Ottawa, là, mais en tout cas. Tu t'es mis à genoux devant Dieu seulement, mais le Canada, lui, il se met à genoux devant quoi? Ah, devant toutes sortes d'affaires qui n'ont pas rapport. C'est l'argent, le pouvoir, les banques, les multinationales. Regarde, les chars chinois s'en viennent. Là. Je veux dire, on refuse de faire des... je dis on. La politique actuelle fédérale refuse de faire des affaires avec les Américains, alors que les Américains, c'est 76 % de notre commerce. On leur vend 76 % de ce qu'on fabrique. Fait que là, au lieu de faire ça, on va faire affaire avec d'autres pays, dont la Chine, puis les chars chinois s'en viennent. Il y a juste une façon de régler ça, c'est de ne pas en acheter. Mais nous autres, on va en acheter quand même. Fait que oui, on se couche devant n'importe qui. Ouais. Dans 10 ans, tu veux qu'on se rappelle de toi comment? Comme un gars qui a crié trop fort ou comme un gars qui a refusé de se coucher? Ah, essayez de ne pas vous rappeler de moi, je suis fatigué. Là. C'est une farce. Je veux qu'on se rappelle de moi comment. Répète-moi donc ton choix. Comme un gars qui a refusé de se coucher ou comme un gars qui a crié trop fort? Comme quelqu'un qui a refusé de se coucher. J'ai la force de te crier. Michel Chartrand il avait dit dans le temps, quand tu décides de te lever pour tes droits et libertés, est où la limite pour t'arrêter? J'en ai pas de limite, pas plus qu'il y en avait. Là. Fait que ceux qui vont dire que j'ai crié trop fort, je vous répète qu'on vend de la crème. Ouais. Steve, tu as écrit le livre Le Dernier des Patriotes, puis je peux pas te laisser partir ce soir sans nous dire où est-ce qu'on peut procurer ce livre-là. Ben, écoute, depuis le début, tous les gens rentrent en contact avec moi sur Messenger. Là, ces derniers temps, je me fais aider par mon ami Frank Ballou. On peut mettre le lien en commentaire. Il m'aide beaucoup avec les commandes, puis on est prêt à vous savoir. Puis ça roule? Ça roule en date d'aujourd'hui. À l'enregistrement de l'émission, on a tout près de 500 livres de vendus. Wow, félicitations. Si tu avais un message de 20 secondes pour le Québec qui doute, ce serait quoi? Il y a juste une façon de s'en sortir, c'est s'unir. C'est la seule chose qu'on n'a pas essayé jusqu'au bout. Puis c'est la seule chose avec quoi qu'on les a dérangés. Ça fait 30 ans que je me fais demander c'est quoi ma cause, puis je leur réponds tout le temps, unir le peuple. Puis là, il y a des gens qui me demandent, ouais, mais c'est quoi ta cause? C'est unir le peuple. Ouais, mais je comprends pas. C'est-tu le que tu comprends pas? Unir le peuple. C'est la seule façon qu'on a de gagner contre cette machine-là, c'est par le nombre contre eux autres. J'espère qu'un jour, ça va arriver encore plus fort que ce qu'on a vécu à Ottawa. Moi, je te dirais, tu as raison sur tout ce que tu dis. Mais unir le peuple en Jésus,
ou en Dieu, en réintégrant vraiment qui il est dans chacune de nos vies, nous rend encore plus forts, plus près et plus habiles dans le combat auquel on a livré dans la vie de tous les jours. Steve Lartiste, merci d'avoir été avec nous ce soir. C'est à toi, Puis livrer ton cœur. Vous savez, je ne peux pas finir la soirée sans vous emmener avec le mot de la fin. Ce soir, au-delà de la politique, au-delà des versions, au-delà du bruit, il reste une vérité. Dieu voit, Dieu juge et Dieu relève. Les hommes peuvent salir un nom, mais ils ne peuvent pas effacer une conscience qui refuse de se courber puis de se coucher. Et dans une époque où plusieurs se mettent à genoux devant la peur, cette époque-là nous rappelle ceci. La liberté véritable commence quand on choisit d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. D'ailleurs, Actes chapitre 5, le verset 29 dira « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Que le Seigneur donne donc force, discernement et paix à tous ceux qui se tiennent debout pour lui dans l'épreuve. C'était Jean-François Denis qui vous dit bonne réflexion et à la semaine prochaine.